Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Rencontre. Voilà, Dalai Lama est en France actuellement. Bien évidemment, cela suscite immédiatement des polémiques. D'un côté, Dalai Lama dit qu'il n'est plus un homme politique. Il vient en France pour des raisons spirituelles. Donc, il va parler le bonheur aux Français qui vivent dans la crise économique, sous la menace terroriste. Donc il ne rencontre aucun homme politique. Non, sauf un, Macron, ministre démissionné, peut-être il va enseigner au ministre démissionnaire comment être heureux. Et de l'autre côté, la Chine l'accuse toujours d'être un homme politique derrière le rideau. C'est toujours lui qui veut l'indépendance de Tibet, de Grand Tibet, qui revendique 25% de territoire de la Chine actuelle. Qui a raison, qui a tort, c'est ce que je vais demander à mes deux invités. L'ancien ambassadeur Wu Zhexian, vous êtes ambassadeur à Congo et puis au Liban. Et vous connaissez bien la France aussi parce que vous êtes... J'ai travaillé longtemps en France. Voilà. Et professeur Xu Tieping, merci. Vous êtes professeur à l'Institut de communication de Chine. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages aussi sur les relations internationales. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer, avant de vous entendre, on va regarder un petit reportage. Selon les médias français, le Dalai Lama en visite en France du 12 au 18 septembre 2016 ne sera pas reçu par le gouvernement français. Au mois de juin, le Dalai Lama a également rencontré le président américain Barack Obama. La Chine a par ailleurs condamné cette rencontre. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lu Kang, avait averti que le 14e Dalai Lama n'était pas une personnalité uniquement religieuse, mais également un homme politique en exil, menant depuis longtemps des activités séparatistes contre la Chine sous le couvert de la religion. Dalai Lama, 5 ans après, revient en France. La visite de Dalai Lama dans des pays occidentaux suscite toujours des polémiques parce que pour nous, les Chinois, il est un homme politique, un indépendantiste, tandis que pour d'autres, c'est autre chose. Alors, ma première question à tous les deux, quel est l'objectif de cette visite de Dalai Lama en France, l'ambassadeur? Bon, à mon avis, c'est très simple. Pour se faire entendre. Pour se faire entendre ou bien pour ne pas se faire oublier. Ah oui, voilà. Pour ne pas se faire oublier. Sinon, on ne sait plus qui c'est. Voilà. On connaît de moins en moins parce que, vous savez, à un moment donné, il a eu une certaine notoriété grâce à l'appui de certaines personnalités occidentales qui ont fait beaucoup de bruit autour de la question du Tibet, autour de Dalai Lama, etc. Mais le temps passe. On a d'autres chats à fouetter. Bon, maintenant, je crois... Il y a trop de chats à fouetter. Les gens connaissent de moins en moins Dalai Lama. Donc, à mon avis, bon, il fait des déplacements pour se faire entendre, pour ne pas se faire oublier. Voilà. Et professeur Xu, alors Dalai Lama risque d'être dans l'oubli s'il n'a plus d'autre rôle à jouer de chef politique. Moi je pense que oui, il ne faut pas faire oublier, c'est son objectif, mais l'autre, il faut voir aussi, c'est que l'homme a plusieurs identités. D'un côté, bien sûr, c'est le chef politique, disons pour une cause indépendantiste, que actuellement, il y a de moins en moins de soutien. De l'autre côté, il est chef de la religion, et dans ce sens-là, il a une certaine autorité, dans le sens, disons, moraux, éthiques, etc. Et il veut, c'est aussi, à travers ce biais, pour finalement consolider ses soutiens et sa position dans ce monde. Donc, ce qu'on a vu maintenant, c'est le discours, etc., c'était plutôt sur la spiralité, etc. D'accord. Mais alors, s'il ne peut pas rencontrer aucun homme politique, sauf quelques cas isolés, apparemment l'Élysée et Matignon
tous les deux ont déclaré qu'il n'y a pas de projet de le rencontrer. Alors, l'ambassadeur, son but, sauf d'être rappelé aux gens qu'il existe encore, son but politique, il ne peut pas aboutir. Mais il faut savoir une chose. Alors, son ambition politique, c'est la séparation du Tibet de la Chine. Or, vous savez bien que c'est une ambition totalement irréalisable. Donc, quel que soit le nombre de ses déplacements dans d'autres pays, alors la rencontre avec les personnalités étrangères ou non, tout ça, ça ne lui permet pas d'atteindre son objectif politique. Ça ne sert à rien, ça n'a aucun sens. Apparemment, il essaie de dire que je ne suis plus homme politique, que l'indépendance ce n'est plus mon problème. Mais dans ce cas, il suffit qu'il retourne en Chine et continue sa vie comme avant 1959. Mais pourquoi il ne retourne pas? Est-ce que la Chine lui permet de revenir au Tibet? Tout à fait, s'il reconnaît. Voilà, s'il reconnaît que il ne veut plus diriger un mouvement séparatiste comme ça. Il a été vice-président de l'Assemblée nationale de la Chine avant 1959. Oui, il faisait partie. Avant son exil. Voilà. Donc il faisait partie de l'équipe dirigeante de la Chine. Donc s'il voulait revenir dans cette même logique, qu'il revienne. À condition qu'il abandonne son... Bien sûr, bien sûr. Mais il dit il ne veut plus l'indépendance. Dans ce cas... Bon, on verra, on va en parler en détail tout à l'heure. Et professeur Chu, vous avez dit tout à l'heure, il a un autre rôle, c'est que chef spirituel des Tibétains, de lamaïsme en fait, c'est pas bouddhisme. Et apparemment, ce rôle est bien accueilli en France. Les Français aiment bien Dalai Lama. Certains même disent que bouddhisme, ou plus précisément lamaïsme, est devenu le quatrième et même troisième religion en France, après chrétianisme, islamisme, et puis lamaïsme, même a dépassé déjà judaïsme. Est-ce que c'est vrai? C'est pas du tout vrai, mais il faut voir que le bouddhisme dans son ensemble se développe aussi en Europe. Mais dans les cas, on le sait, le bouddhisme se divise aussi grand véhicule, petit véhicule, et la version tibétaine, c'est-à-dire le lamaïsme. Alors le lamaïsme, parmi le bouddhisme, se présente bien sûr une proportion importante, mais loin majoritaire. Il faut voir par exemple, il faut voir aujourd'hui par exemple, il y a 1 million asiatiques au moins, essentiellement des Chinois, mais aussi des Vietnamiens. Alors, finalement, leur bouddhisme, c'est pas le lamaïsme, premier. Et deuxièmement, ce qu'on a vu, c'est que depuis, je dirais, le début du siècle dernier, il y a une tendance où des grands maîtres lamaïsme commencent à se propager, à faire la conversion en Occident, essentiellement en Allemagne et aux États-Unis. La France se trouve dans une position intermédiaire. C'est seulement depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale que le bouddhisme se développe. Bien sûr, on peut dire haut et fort, peut-être le bouddhisme pourrait devenir la troisième religion, mais concernant le lamaïsme, c'est encore loin. Mais bien sûr, donc il ne faut pas confondre les deux. En fait. Dalai Lama n'est pas le chef spirituel du bouddhisme, seulement le lamaïsme. Et le lamaïsme se divise aussi en 4 écoles, et il est le chef suprême de la bonnet jaune. Bonnet jaune, c'est très majoritaire, mais ce n'est pas le chef incontestable du lamaïsme. Donc il n'est même pas le chef spirituel de tous les Tibétains. C'est majoritaire, puisque le bonnet jaune. Il faut penser aussi bonnet coloré, bonnet blanc et bonnet rouge. Et du point de vue politique, où on en est actuellement, la différence entre le gouvernement chinois et Dalai Lama, où on en est aujourd'hui? Quelles sont les positions différentes? En fait, c'est une vieille histoire. Alors, le Tibet fait partie de la Chine officiellement à partir du XIIIe siècle.
Mais avant, il y avait déjà beaucoup de liens, hein, mais c'était un petit royaume qui entretenait des liens étroits avec l'Empire chinois, etc. Il y avait même des mariages entre les... voilà, le souverain tibétain et la princesse, et plusieurs princesses de l'Empire chinois. Mais à partir du XIIIe siècle, c'est-à-dire sous l'époque Yuan, le Tibet est devenu officiellement une partie de la Chine avec une administration centralisée, voilà, basée à la capitale chinoise, qui envoie des dignitaires, des hauts fonctionnaires et qui nomme les gouverneurs dans la région du Tibet. Donc le problème ne se posait pas du tout jusqu'au début des années 50. Dans un contexte de guerre froide, alors les Occidentaux, surtout les Américains, ont essayé d'encourager un mouvement séparatiste. C'est pour ça que j'ai dit l'année 1959 marque un tournant, parce que c'est cette année-là que certains Tibétains, dirigés par Dalai Lama justement, et appuyés par les Occidentaux, ont fait un soulèvement armé, qui réclamait l'indépendance. Or, il n'y avait aucune condition favorable à leur mouvement, donc très vite, c'est tourné en un fiasco total, exilé en Inde. Et après, le gouvernement chinois propose toujours le dialogue, c'est-à-dire il suffit que vous reconnaissiez les autorités du gouvernement central sur le Tibet, vous pouvez revenir, parce que avant 1959, il avait, comme j'ai évoqué, il avait déjà été vice-président de l'Assemblée nationale, donc il faisait partie de l'équipe dirigeante. Donc c'était très simple, mais à cause de cette confrontation Est-Ouest, avec l'appui des autres, ils ne voulaient pas, ils essayaient toujours d'entretenir des mouvements séparatistes. Il y a même eu quelques événements sanglants, avec l'infiltration et tout. Mais depuis quelques décennies, la situation change énormément au Tibet au niveau du développement, c'est-à-dire le développement économique s'accélère considérablement et le niveau de vie de la population tibétaine s'améliore considérablement. Il n'y a plus de base sociale ni base politique pour favoriser un tel courant politique dirigé par Dalai Lama. Ce n'est plus, plus du tout possible. Ça n'a aucun sens de continuer. Bon. Et Dalai Lama en France, cette fois-ci, apparemment, il passe plusieurs jours la plupart du temps à Strasbourg pour donner des conférences, des méditations, des choses comme ça. Et je me rappelle, lorsque j'étais correspondant du quotidien Shanghai en France, j'étais à Nantes une fois pour faire des reportages. Justement, j'ai vu chaque fois, lorsque Dalai Lama arrive en France, il y a toujours des manifestations contre sa venue. Et par exemple, il y a une branche de lamaïsme qui s'appelle Dorje Souden, qui était durement frappé, durement écrasé en Inde, à Dharamsala, par Dalai Lama. Donc, il manifeste contre Dalai Lama, contre sa politique, surtout envers cette branche de croyants. Mais ce qui est curieux, c'est que les médias français ne parlent jamais. Pourquoi? Je vais d'abord ajouter quelques mots sur l'ambassadeur Wu. Oui. Je pense que d'abord, la différence entre les partisans du Dalai Lama et du Pékin, il faut voir d'une part, c'est la séparation, indépendance. Et d'autre part, si on va de plus près, il s'agit de plusieurs différences en logique. Ce que nous préférons plutôt un pays laïque. Oui. Et que la Chine est un vrai pays laïque, unique dans le monde, je crois. De l'autre côté, on voit un certain effort de pérennisation de la démocratie, premier. Et deuxième, nous sommes un pays multi-ethnique. Oui. De l'autre, on voit une certaine version, disons, ethnocentrisme. Et là, moi, je pense que c'est pas simplement acceptation de l'unification de la Chine, mais aussi sur quelques dossiers
disons, les débats où la différence reste profonde. Profonde. Concernant, disons, ce que vous mentionnez, disons, l'option ou, disons, les réactions de Schouten. Moi-même, j'ai pu rencontrer aussi les partisans de Schouten. En fait, Schouten... Vous rencontrez ces gens En fait, au début, c'est une pratique très ancienne. Parce que dans les Dalai Lama fait partie aussi. C'est-à-dire dans les panthéons de lamaïsme, il y a des centaines de chandelles d'idolâtrie, de héros. Alors ce Schouten, c'est auparavant un opposant au lamaïsme, vaincu, battu, il se transforme en une certaine combattant pour la défense de foi. Et donc, pour les croyants, on est pris comme un héros, un des héros. Et finalement, c'est que parmi les communautés exil, la différence commence sur la naissance de telle ou telle figure. Derrière ça, il y a surtout une lutte du pouvoir parmi les exilés. Alors, plusieurs chefs, plusieurs, disons, putas vivants. À travers cette défense-position de idolâtrie, c'est le défi pour contester la position suprême du Dalai Lama parmi les exilés. Et puis bien sûr, Dalai Lama réagit en le persécutant, en disant qu'ils sont des espions, qu'ils sont des traîtres. Et ça va bien sûr provoquer plus de divisions parmi non seulement les exilés, mais aussi chez les croyants au Tibet encore. Par exemple, à Lhasa, à Kratze, on a vu aussi certains partisans de Schouten et les non-partisans. Là, ça crée des ennuis un peu religieux inutiles. Mais finalement, ce que je dirais, politisation et idéologisation. Et concernant le rôle des médias, rien étonnant que voilà, il s'agit d'une sélection intentionnelle. Parce que pour défendre une idolâtrie, un héros, une certaine image. Alors, tout ce qui est négatif ou inutile, on va éclipser, laisser passer. C'est une pratique très répandue. Oui, c'est très bizarre, hein, en France. Ce qui me frappe, la France est un pays chrétien, mais on peut critiquer par exemple le pape, mais on ne peut pas, pratiquement pas, critiquer Dalai Lama. C'est comme si critiquer Dalai Lama, c'est politiquement pas correct. Moi, on a vécu, bien sûr, visité tant de fois en France. Qu'est-ce que la France, politiquement, ça devient? On a tué le roi, et vive le roi. Et vive le roi, et vive le roi de outside. C'est bizarre. Finalement... C'est le caractère français. C'est très drôle. Mais enfin, c'est comme ça. Il y a un livre en France. Je vois que le vrai visage de Dalai Lama commence à se dévoiler. J'ai vu même un article titré Dalai Seya Lama. C'est très révélateur. Mais ça me fait rappeler un écrivain français qui s'appelle Maxime Vivas. Il a écrit un livre, Passizan, la face cachée de Dalai Lama. C'est un écrivain qui, en fait, cherchait ce que Dalai Lama a dit pendant presque 30 ans. Et il utilise Dalai Lama pour révéler le vrai Dalai Lama. Est-ce que vous avez lu ce livre et qu'est-ce que vous en pensez? Excusez-moi ma franchise, je pense que sur la considération du Dalai Lama en France, les Français ne sont pas créateurs, ils sont plutôt suivistes de tous ces documents, les versions essentiellement créées aux États-Unis par les supporters du Dalai Lama. En réalité, c'est que dans les années 80 ou 90, il y a déjà des murmures, des gens qui ébranlés, qui contestent cette version bien fondée. Mais simplement, c'est jamais médiatisé. Alors maintenant, le temps évolue. Commencent des voix, disons, des voix, des gens, disons, différents, qui osaient dire un peu différemment. Mais ça reste encore difficile. Et très minoritaire. Parce que, en ce temps, on y voit, c'est que les supporters ont changé
d'angle d'observation. Dans le passé, on parle essentiellement, c'est quoi? Ce sont des mensonges. Par exemple, invasion de la Chine, invasion du Tibet par la Chine, le massacre ou génocide d'1 million de gens, etc. Tout c'est dit maintenant des mensonges. On a tourné, on a oublié, et disons, l'aspect, la critique se tourne plutôt sur l'aspect culturel. Alors dans ce cas-là, je dirais qu'il y a des gens un peu sérieux qui osaient penser un peu autrement contre une certaine pensée, ou disons dominante. Tout, par exemple, il y a un reportage télévisé, mais aussi le livre. L'ambassadeur, est-ce que vous avez lu, comment pensez-vous de ce livre? Et surtout, c'est que les Français, comment les Français réagissent? Bon, personnellement, je n'ai pas lu ce livre, mais ce que je sais, c'est que l'écrivain n'est pas le seul qui dit la vérité. Il y a d'autres chercheurs qui écrivent des articles, etc. Un Australien, par exemple, a aussi écrit un article concernant la vérité sur l'histoire du Tibet, etc., etc. Bon, je pense que c'est vrai, d'un côté, il y a une certaine tendance pour certaines presses de sélectionner les informations, mais de l'autre, il y a quand même des gens nets qui essayent de dire la vérité pour faire comprendre à tout le monde que, voilà, l'histoire n'est pas telle qui a été présentée par certaines presses, mais il y a autre chose qui sont cachées. Bon, ben, je pense que c'est une bonne chose. Il faut que les gens disposent vraiment, voilà, de toutes les informations complètes et réelles. Essentiellement sur la nature de la démocratie. Oui, la nature de la démocratie. Idéalement, artificiellement. Et l'autre part, c'est la révélation des rôles de CIA et puis des meneurs, disons, de subversion dans les années 50, et qui a détruit cette image de soi-disant non-violence. Et Dalai Lama a 81 ans, je crois. Et il parle beaucoup récemment de son réincarnation. Et d'abord, je voulais savoir quelle est la façon de réincarner, parce que c'est quand même unique dans le monde. Un homme qui peut être réincarné sur un enfant de 2 ou 3 ans. Alors, comment ça se passe, l'ambassadeur? Je ne suis pas spécialiste, mais il faut vraiment croire pour réaliser cette sorte de choses. Un homme qui meurt et qui renaît, à travers le corps charnel est un bébé qui est né quelque part. Bon, il faut vraiment y croire, sinon, voilà. C'est la tradition de l'amaïsme. C'est pas la tradition du bouddhisme. En fait, le bouddhisme, ça n'existe pas. Bon, peut-être certaines personnes croient à la réincarnation de façon plus vague, c'est-à-dire, bon, il faut faire tout ce qui est bien pour pouvoir disposer du bonheur pour une autre vie. Ça, c'est aussi une façon de croire à la réincarnation, mais pour le dalaïsme, c'est vraiment spécial. Il croit vraiment que la vie matérielle, charnelle, continue à travers un bébé qui naît justement au moment de la mort de quelqu'un. Bon, ça, vraiment, il faut y croire. Il faut y croire. Et vous le croyez, professeur? Et surtout, c'est que Dalai Lama a déclaré qu'il sera incarné probablement peut-être en une fille, peut-être en une blonde, c'est une étrangère. Même, il a dit, mais de toute façon, ce sera hors la Chine. Est-ce que c'est possible si, donc, futur Dalai Lama devient un étranger, devient un homme blanc, noir, arabe? Est-ce que c'est possible? L'essentiel, c'est pas là. En fait, il faut voir un peu distinguer ce qui est dit réellement, sérieusement. Et parfois, on fait une certaine humour. Humour, c'est essentiellement pour avoir plus de soutien et de compréhension parmi les supporters. On a fait certaines tentatives. Trouver un petit enfant espagnol devient incarné, etc. C'est pas réussi. Je pense que, bon, s'il s'agit par exemple de futur, ça pourrait être un Mongol ou un autre, disons, parmi les communautés de croyants. Ce serait faisable ou possible. Mais si uniquement on va instrumentaliser, politiser, pour avoir plus de soutien politique à son indépendance, un plan ou un autre, ça c'est un peu aller trop loin. Il faut, par exemple, quand on était plusieurs fois au Tibet, parmi les croyants, les gens disent,
impensable, incroyable. Ça, c'est un peu aller trop loin dans le sens essentiellement de chercher, disons, plus de soutien que vraiment une certaine, disons, préparation ou une certaine choix proprement dit religieuse. Et l'ambassadeur Wu, alors, apparemment, ça c'est sa vie, l'incarnation, ça c'est côté religion. Côté politique, à votre avis, est-ce que Dalai Lama peut encore avoir des influences pendant combien de temps? J'ai dit tout à l'heure déjà que voilà, ce mouvement, ou cette idéologie séparatiste tibétaine n'est plus de mise. Il n'y a aucune possibilité de voir le Tibet séparé de la Chine. Déjà sur le plan économique, social, même avec le soutien de CIA, avec le soutien des États-Unis, avec le soutien... Ça ne marche plus, ça ne marche plus. Vous voyez, maintenant, il y a combien de gens qui connaissent encore voilà, ce mouvement séparatiste? Est-ce que les gens connaissent vraiment ce que Dalai Lama veut? Voilà, il y a beaucoup de stars de Hollywood, le soutien, il faut le dire. Oui, quelques stars de Hollywood, c'est possible, mais après leur soutien manifesté, si vous leur posez une question, qu'est-ce que vous savez du Tibet réellement? Est-ce que vous avez été au Tibet? Mais ils ne pourront pas vous répondre à mon avis, parce que très peu de gens connaissent vraiment le dossier tibétain, ils connaissent voilà, en général très mal ce que Dalai Lama souhaite voilà, dans son ambition politique. Voilà. Et les gens suivaient le courant momentané qui était à la mode grâce voilà, aux manipulations des choses. Mais après, c'est oublié, hein, c'est pour ça que dès le début j'ai dit les déplacements de Dalai Lama, pour moi, c'est dans le but de ne pas se faire oublier. Bon, apparemment, l'ambassadeur est très sévère sur sa vie politique de Dalai Lama, mais de l'autre côté, on sait qu'il est encore reçu à la Maison Blanche par Obama, malgré que Obama va bientôt quitter le pouvoir. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec l'ambassadeur Wu? La question de Tibet, de Dalai Lama, en fait, touche à sa fin, ou bien certains disent ah non, faites très attention, Dalai Lama c'est la troisième voie, s'il est disparu de scène internationale, ce sera la lutte armée, ce sera les jeunes tibétains qui vont emprunter une voie de violence, même de terrorisme. Je carte plusieurs scénarios, tous possibles, mais certains sont tout à fait hypocritaires, d'autres qu'on y voit, c'est plus de probabilité. Je pense que le premier, c'est ce que nous souhaitons réellement, c'est que finalement, c'est un homme aura de conscience d'accepter, disons, laïcité, d'accepter multi-État, et finalement retourner, disons, sur la voie de ses prédécesseurs, c'est-à-dire de partir de 16e, de 5e jusqu'à 12, 13e Dalai Lama. Faisait quelqu'un, disons, utile, fait de contributions pour, disons, l'avenir et le développement de la Chine. C'est ce qu'on le souhaite, même si, pour le moment, qu'on le voit, cette possibilité reste très, très mince. Et le deuxième, c'est que finalement, c'est quelqu'un, peut-être, qui va abandonner totalement ses objectifs politiques et se concentrer essentiellement sur spiritualité. Et qu'on y voit aussi, cette hypothèse reste très, très limitée, peu possible. Bon, merci beaucoup. C'est, je crois, tout ce qu'on puisse dire sur cette visite de Dalai Lama en France. Merci pour votre participation à ce débat. Merci à tous les deux. Et merci aussi à nos chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité et à la prochaine.